tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Francis Delperré. Bonjour. Bonjour. Alors, député fédéral, vous avez une longue nuit parce qu'il y a eu l'affaire de la sanction par rapport au Prince Laurent. On en parlera plus tard. Et puis aujourd'hui, il y a eu ce matin l'adoption du rapport sur la commission d'enquête parlementaire sur la transaction pénale. C'est ce qu'on appelle le Kazakh-gate. Les noms d'oiseaux ont volé, paraît-il, en séance ce matin. Alors le grand public est un petit peu perdu par rapport aux déclarations qu'on entend. Alors êtes-vous de ceux qui parlent, petit a, de blanchiment de la réalité, de mascarade, B, de falsification des faits, ou C, de pantalonnade? Non, aucun des trois. Non, je crois que c'est plus subtil que ça. Il y a des faits, ils sont établis. Vous savez, moi, je vous ai apporté le rapport qui vient d'être adopté. Oui, il vient d'être adopté là, en fin de matinée. Et quand même, c'est un rapport consistant. Il y a 500 pages. Là-dedans, il y a à peu près 450 pages de faits. Et je crois que c'est important. Des faits, des chiffres, des dates. La ligne du temps, comme on a essayé de la retracer. Et puis, il y a des appréciations et des recommandations. Mais ça, c'est un peu maigrichon. Et ça, moi, vous restez sur votre faim. C'est un peu, ça se termine en queue de poisson. Au moment, enfin, on a bien regardé le passé. Mais au moment où il faut dire, tiens, quoi pour l'avenir? Quels sont les dysfonctionnements? Quelles sont les maladresses? Quelles sont les réformes qu'il faut apporter? Là, la majorité se cabre et dit, elle ne dit pas tout est bien, mais enfin, ça, on peut fonctionner comme ça. Enfin, c'est un peu, là, je suis un peu amer. Ouais, quand on regarde les éditoriaux ce matin, La Libre Belgique dit « Les ratés de la démocratie ». En titre, Le Soir dit « Un gâchis politique » et il débute son billet par « Ils avaient promis la vérité ». Est-ce que ce rapport nous donne la vérité? À un moment donné, c'est la vérité parlementaire. Et ici, c'est un peu la vérité majoritaire, qui est la majorité qui dit « Voilà ce que je pense, voilà ma lecture des faits et voilà ce qu'il faut éventuellement en tirer ». Je crois qu'il y aura peut-être une deuxième lecture, à, je dirais, plus longue échéance, quand on va relire tous ces faits, ces chiffres, etc., et qu'on essaiera d'en tirer des leçons. Vous savez, quand un parlementaire belge va à Paris pour un déjeuner avec le secrétaire général de l'Élysée, avec des hauts fonctionnaires français, avec une avocate, pour régler des questions qui sont des questions judiciaires telles qu'elles se voient en Belgique, on se dit tout de même, non, il y a un problème et il faudrait peut-être des règles de déontologie un petit peu plus précises. Plus sérieuses. On avait parlé de scandale d'État au lancement de cette affaire. Alors, est-ce qu'il y a eu une tentative d'ingérence de la France dans le processus d'élaboration de la législation belge? Voici la réponse de Damien Thierry qui était sur ce plateau hier et on vous écoutera après. D'ingérence française. C'est aussi simple que cela. Alors, une ingérence d'ailleurs serait tout à fait intolérable. Simplement, l'État français a délégué des avocats français pour voir comment il y avait moyen de trouver une solution à la problématique du trio kazakh. Et cette solution a été la transaction pénale d'une certaine manière, mais transaction pénale qui n'ont pas pu influencer puisque cette transaction avait été écrite au départ dans le cadre du lobby diamantaire. Pas d'ingérence, vous êtes d'accord ? Mais distinguons. Thierry parle très justement d'ingérence dans les affaires législatives. Ce n'est pas la France qui a fait la loi en Belgique. Par contre, ce qui s'est passé, je reviens à la réunion de Paris, c'est qu'on réunit des avocats, on réunit des hauts fonctionnaires, des avocats belges, des avocats français, et on leur dit il faudrait sortir M. Chodiev d'affaires judiciaires. Vous savez, il était poursuivi pour blanchiment d'argent, faux, etc. Et donc là, le problème est plutôt sous l'angle de l'affaire judiciaire et pas de l'affaire parlementaire ou législative. Ouais. Est-ce qu'ici, la Belgique devrait faire un signal par rapport à la France dans ce dossier quand même? Non, les choses sont claires, ça ne se fait pas. Ouais. Alors, Didier Reynders est mis hors de cause dans ce rapport, vous le confirmez? Dans le rapport qui est là, faits, chiffres, dates, rien. Et pourtant, il y a des déclarations qui sèment le doute. Georges Ilkiney dit qu'il conserve des questions sur son rôle. Et puis le président de la commission, le SPA Dirk van der Malen, a présenté hier des faits alternatifs et parlé d'un réseau bleu en allusion au MR. Comment est-ce que vous expliquez ces sorties? Je ne comprends pas l'attitude du président de la commission qui se déconsidère d'une certaine manière en prenant tout à coup une position en flèche, ce qui est déjà pas très normal quand on préside une commission. Et en plus de ça, c'est le réseau bleu, etc., etc. Mais les preuves, les faits, les chiffres, je ne suis pas l'avocat de M. Reynders, je ne trouve rien.
Ouais, vous trouvez qu'il est sorti de son rôle, qu'il n'a pas bien présidé? Absolument. Et ce matin, manifestement, les commissaires, assez généralement, lui ont remonté les bretelles, si je puis dire. Ouais, vous aviez voulu présider cette commission, ça ne s'était pas fait finalement. Vous avez des regrets sur la façon dont ça s'est mené tout au long du travail? Je dirais que Madame De Witt, qui était donc députée NVA et qui avait mis en cause notamment ma présidence, a ce matin présenté des excuses. Voilà. Sur Armand de Decker, on dit qu'il a profité de son statut de vice-président du Sénat afin d'obtenir des avantages dans l'exercice de sa profession d'avocat. Déontologiquement, ce n'est pas acceptable. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il fallait aller plus loin dans le rapport? Je crois que sur le plan de l'enquête parlementaire, les choses sont assez claires et les termes employés sont assez nets. Je ne peux pas oublier, évidemment, qu'il y a une autre enquête, qui est une enquête judiciaire, qui se mène actuellement devant la Cour d'appel de Mons. Et il est clair que des magistrats et aussi Armand de Decker sont au cœur de ce dossier. Ouais, là, on attend les résultats. Mais ça, c'est une autre aventure. Voilà, mais quand le député écolo Georges Quinet dit « ce n'est pas assez, son parti aurait dû l'exclure », et puis il dit « nous demandons que le titre de ministre d'État de M. de Decker lui soit retiré dès avant que la justice se décide sur son sort ». Vous êtes d'accord avec lui? C'est quoi ministre d'État? C'est symbolique. C'est très symbolique, c'est un titre qui ne donne aucune fonction particulière, sauf peut-être participer un jour à un conseil de la couronne. Le dernier s'est présenté au moment de l'affaire congolaise, 1960, ça date même un petit peu. Je crois surtout, comme l'a rappelé mon collègue Beren ce matin dans la presse, il y a une présomption d'innocence et il faut précisément attendre la fin de l'enquête judiciaire de Mons. Ouais. Sur le travail de cette commission, le MR avait demandé au parquet de mener une enquête sur les fuites qu'il y a eu au cours des travaux. C'est ce qu'on lit dans la presse ce matin, et que le président l'a refusé. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous le regrettez? Il n'a pas refusé, il a laissé le dossier sur le côté. Il n'a pas envoyé les documents en question. Et ce matin, la question a été débattue. Je crois que très sagement, les choses sont restées en l'état. Il est difficile pour un Parlement, il est difficile pour des parlementaires d'inviter tout à coup la justice à faire irruption dans ses locaux pour consulter les ordinateurs, les dossiers, etc. Ça, c'est vraiment le Parlement qui se tire une balle dans le pied. Pour conclure sur ce point-là, sur ce dossier, un regret par rapport à ce rapport? Pas de hauteur de vue pour regarder l'avenir, pour préparer l'avenir, pour mettre des balises là où ça doit se faire, que ce soit dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir législatif ou dans le pouvoir judiciaire. C'était quand même une affaire d'État et je trouve que là, c'est vraiment de la timidité. Voilà. Les commissions d'enquête parlementaires ne perdent pas de leur intérêt suite à ça? Je ne pense pas. Je crains simplement que les commissions d'enquête prennent beaucoup de temps des parlementaires. Vous savez, la semaine dernière, moi, c'était lundi matin, midi et soir, mercredi matin, midi et soir, vendredi matin, midi et soir, plus le jeudi, séance plénière. Mais il est difficile à ce moment-là de faire le travail normal du Parlement, l'activité proprement législative. C'est un peu, autrement dit, les commissions d'enquête parlementaires se font peut-être parfois un peu au détriment des commissions normales du Parlement. Alors, autre dossier chaud, c'est celui de la sanction du prince Laurent. Cette nuit, vers 2 h du matin, je pense, la Chambre a approuvé une réduction de sa dotation de 15%, 93 voix pour, 23 contre. On lui reproche d'avoir... Et 10 abstentions. Oui. Et 10 abstentions. Ça signifie tout de même qu'il y a 33 parlementaires qui n'ont pas suivi les propositions du gouvernement. Alors, on lui reproche d'avoir participé en uniforme de l'armée à une réception à l'ambassade de Chine sans avoir reçu l'autorisation préalable requise. Est-ce que c'est une juste sanction, ces 15% au moins pendant un an? C'est une des questions qui s'est posée très clairement dans l'esprit des parlementaires hier après-midi ou hier dans la nuit. Parce que, manifestement, il y a eu un fait. Le prince Laurent est allé à cette réception à l'ambassade de Chine sans demander l'autorisation du ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est un fait. Alors, première question, la loi telle qu'elle est libellée dit que ces faits sont punissables, mais sauf si la visite est une visite de représentation. Alors,
est-ce qu'aller à un cocktail, boire un verre à une réception n'est pas une activité de représentation? Voilà. C'est ce qui a semé, je crois, une partie du doute dans l'esprit des parlementaires. Et deux, il y a cette autre question qui s'est posée, c'est la vôtre, c'est de dire, ben voilà, il y a peut-être là une faute, mais est-ce que la sanction n'est pas excessive? Est-ce qu'elle est proportionnée par rapport à l'infraction? Ça, c'était le deuxième motif de doute. Pour le reste, le vote est secret, était secret, il était secret avant, pendant, après, et donc je ne vous dirai pas comment j'ai voté. Alors, par contre, la Chambre a reçu hier un courrier du Prince qui explique un peu la situation. Et il écrit « Le gouvernement vous demande de me sanctionner pour un fait, mais la légèreté de ce grief n'échappe à personne. C'est de mon existence même que l'on fait le procès. Et ce procès a commencé il y a bien longtemps. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de dire qu'on ne jugeait pas juste ce fait-là, mais le fait qu'il y a eu plusieurs fois des désobéissances par rapport aux injonctions données? Dans les premiers courriers que le Premier ministre adresse à Laurent, il y a effectivement une sorte de rappel d'événements passés, une visite ici, une rencontre là-bas. Et certains, d'ailleurs, dans les couloirs, disaient font le gâteau à l'ambassade de Chine, hein, où on voit le prince qui découpe le gâteau avec des officiels. C'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Ce qui est toujours gênant, parce qu'en matière disciplinaire, on doit juger un fait. On ne doit pas juger une existence, on ne doit pas juger une vie. Évidemment, dans le message que Laurent communique au Parlement et qui a été lu donc en séance publique par le président de la Chambre, il y a cette idée que nous évoquions il y a un instant qui est de dire est-ce que c'est tout de même proportionné par rapport à l'infraction commise? Et puis un peu aussi ce passage, j'allais dire, émouvant. Je ne peux pas en Ça vous a touché? Oui, honnêtement dit. Vous savez, je suis peut-être un peu émotif, mais quand on vous dit, oui, mais bon, ma femme, mes enfants, ma famille, mon frère, on déplace un peu le dossier d'un dossier institutionnel, j'allais dire, sur un dossier qui devient personnel. Et là, il y a moi, je crois quand même sentir une certaine émotion qui s'exprime. C'est une détresse aussi de dire, voilà, j'ai passé ma vie dans une certaine forme qui m'a été, imposée par la Constitution, par les lois, par ma famille. Et voilà, je me retrouve un peu seul au moment de devoir m'expliquer avec mes avocats. Mais je crains aussi, ou je crois en tout cas, que l'aventure n'est pas terminée. Oui, on parle de recours éventuels. À la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, c'est quelque chose qui avait été évoqué. Je pense que je ne vais pas à la Cour des droits de l'homme, je ne vais pas à Strasbourg comme ça directement. Je dois d'abord, comme nous disons dans notre jargon, épuiser toutes les voies de recours internes. On pourrait donc imaginer, c'est ce que certains avocats d'ailleurs nous ont déjà annoncé, c'est peut-être un recours demain devant le Conseil d'État. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les invités des experts seront Isabelle Emery et Clémentine Barzin. Bon week-end à tous.